Pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous entamons la seconde partie de l'Africa Newsroom avec un invité, Kossi Boniface Nyangeno. Vous êtes ingénieur informatique, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, bonsoir à tout le monde. Et nous sommes d'ailleurs toujours en compagnie de Nadia Lamarbi et Lucien Pambou, nos éditorialistes. Tout au long de cette semaine, nos reportages inédits sont axés autour du renouveau aérien sur le continent africain. Voici donc le dossier du jour. Il sera question dans le reportage qui va suivre de la compagnie aérienne équato-guinéenne Ceiba Intercontinental. Elle a été créée récemment, il y a moins de 10 ans, et se ferait un chemin depuis, tente de se faire un nom pérenne dans la sous-région et même au-delà. Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale, nous explique la vision de ses dirigeants et les difficultés qu'ils rencontrent. Vers une restructuration et renforcement du transport aérien équato-guinéen. De plus en plus de compagnies aériennes affluent en Guinée équatoriale. Une situation qui traduit l'essor des activités économiques et l'ouverture du pays et qui contraint les transporteurs à se développer afin de permettre une meilleure mobilité des populations. La géographie du pays, à moitié insulaire, favorise les déplacements en avion. Ainsi, 4 habitants sur 5 en Guinée équatoriale utilisent les transports aériens. Une situation qui a vu la refonte de tout le secteur des transports aériens en 2004. Comme vous le voyez, il n'existait pratiquement pas d'infrastructure aéroportuaire dans notre pays. Nous avons commencé avec le vieil aéroport de Malabo où il n'existait pas de terminal. C'était un grand magasin du temps colonial qui s'est transformé plus tard en terminal. Peu de temps après, nous avons construit le terminal de l'aéroport de Malabo qui est devenu en très peu de temps trop petit pour le flux de passagers. Plus tard, nous avons équipé les aéroports pour donner plus de sécurité à la navigation aérienne. Après l'échec des premières compagnies nationales telles que les lignes aériennes de Guinée équatoriale, l'AHE et l'Équato-Guinéenne d'aviation, le gouvernement a mis en place en 2007 la compagnie nationale Ceiba Intercontinental. Elle a commencé avec des appareils de type ATR-42 et ATR-72 pour desservir les villes du pays. Ceiba Intercontinental est une jeune compagnie aéronautique qui a vu le jour en 2007. Nous avons surmonté plusieurs difficultés durant la phase de développement. Ceiba Intercontinental a réussi à se financer dans ce petit espace qu'est l'Afrique centrale. Actuellement, nous sommes dans un processus d'apprentissage total de tout ce qui concerne le mécanisme complet de gestion générale de l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, la compagnie nationale Ceiba domine près de 40% du marché local, en plus de l'Espagne qu'elle a commencé à desservir, grâce à la signature le 27 février dernier d'un nouvel accord d'exploitation de l'espace aérien portugais. Ceiba ouvrira une nouvelle ligne Lisbonne-Malabo en 2014. Au niveau national, la compagnie opère 3 vols par jour entre Bata et Malabo avec un taux de remplissage de 65% et affiche aujourd'hui de grandes ambitions. Nous allons nous doter de nouveaux appareils et étendre nos possibilités à de nouvelles destinations comme les îles Canaries, nous étendre également en Afrique de l'Ouest et atteindre Dakar au Sénégal. Il y a un marché que nous n'avons pas encore touché dont nous croyons qu'il va être assez fructueux, c'est le marché chinois. Les Nigérians sont également très mobiles. Nous avons de bons appareils avec une grande garantie. Nous pouvons donc parfaitement transporter les passagers nigérians vers Dubaï et vice-versa. Autre compagnie a bousculé la position acquise par Ceiba depuis 2007, Kronos Airlines, qui détient 35% du marché domestique. L'ambition de la compagnie est claire car elle a commencé il y a quelques années avec un aéronef de 17 places. 7 ans après, elle exploite les Boeing A320-200 avec des lignes hors de la Guinée équatoriale telles que le Bénin et le Nigeria. Selon la demande que présente le marché, nous avons mis en place une nouvelle stratégie qui consiste à changer les avions de type Boeing que nous possédons pour introduire les Airbus, afin de couvrir le marché et maintenir une ligne solide au niveau de la sous-région. Le marché du transport aérien en Guinée équatoriale reste très dynamique au regard des compagnies présentes et qui se développent au fil des ans. Le défi principal reste celui de la formation pour une sécurité fiable, norme principale de la navigation aérienne. Tant que nous n'avons pas de cadre, nous aurons toujours recours à des experts étrangers. Nous faisons tout notre possible pour qu'en 3 ans, nous ayons des cadres correspondants. L'aviation est une science exacte. Une quelconque faille sur l'avion peut conduire à une catastrophe. Air Annobon, Danair, puis Punto Azul se partagent le reste du marché aujourd'hui très dynamique. Mais cet ensemble de compagnies crée un émiettement qui fragilise les opérateurs. En dehors de l'enjeu de sécurité,
Il faut désormais que les compagnies accélèrent l'adhésion au système international de distribution et de gestion informatisé Amadeus qui devrait donner aux compagnies du pays les moyens de relever le défi de la compétitivité. Alors Lucien, 4 habitants sur 5 utilisent, on l'entendait, les transports aériens en Guinée équatoriale. Il y a donc un marché à exploiter. Oui, Marie-Angèle, c'est un marché à exploiter, mais assez paradoxalement, ça traduit aussi de ce que j'appelle la faillite du panafricanisme global. Comment ça? C'est-à-dire, nous avions Air Afrique. Air Afrique a été incapable, pour des raisons de maintenance, de gestion réelle et de gouvernance économique, de faire exister une compagnie, bien entendu, africaine. Et il me semble, dans le même temps que je dis que c'est un échec d'un panafricanisme global, les États ont parfaitement raison, en effet, de créer leur propre compagnie nationale. Mais même lorsqu'Air Afrique existait, il y avait également des compagnies nationales. Pas, bien sûr, mais pas au niveau, en effet, que l'on a aujourd'hui, où vous avez Eker, par exemple, à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, va jusqu'à Dubaï, ouvre une ligne à Dubaï, vient à Paris. Là, on nous parle de Seba qui va effectivement à Madrid, bientôt effectivement à Lisbonne. Ce que je veux dire, c'est que il faut peut-être inverser le modèle économique dans lequel on pense, j'allais dire, le transport aérien en Afrique. C'est vrai que les pays africains essaient d'avoir leur propre compagnie. Je dis banco, allons-y. Mais il faut qu'ils profitent de cette expérience-là pour plus tard, en effet, mettre leurs forces en commun pour proposer éventuellement une compagnie globale. Alors, il y a la RCMAC dont on attend effectivement la création, mais elle ne vient pas. Mais pourquoi elle ne vient pas? Parce qu'il y a justement l'échec de ce panafricanisme global et que l'absence de route... Est-ce qu'il faut forcément y arriver? Est-ce qu'il faut forcément y arriver à ces compagnies globales, régionales, sous-régionales, continentales? Marie-Angèle, une taille critique pour qu'une entreprise vive en termes de nombre d'avions, une vingtaine, une trentaine, bien entendu, en termes de nombre de passagers. Alors, mais je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas homme politique, mais je fais simplement l'analyse. Je constate que des pays comme le Congo a sa propre compagnie, le Gabon et aujourd'hui la Guinée équatoriale, c'est très bien. C'est un instrument de souveraineté. Mais il faut penser efficacité. Donc, ça veut dire concrètement, si on veut penser à efficacité, il faut à un moment donné procéder à un regroupement à long terme, je ne dis pas maintenant, à un long terme, quand les compagnies auront acquis de l'expérience, à un regroupement des compagnies. C'est tout. Nadia, alors vous, au sortir de ce reportage, qu'avez-vous comme appréciation sur le développement de ce secteur? Oui, alors pour la Guinée équatoriale, c'est un peu particulier. Déjà, le pays se prête justement à des liaisons intérieures entre la péninsule et le continent. Donc bon, ça s'explique aussi, les chiffres assez impressionnants de 4 Guinéens, équato-guinéens sur 5, c'est assez exceptionnel. Maintenant, sur toute l'Afrique, c'est un peu différent. On a bien vu que à chaque fois que la concurrence entrait sur les marchés aéronautiques, les prix baissaient. Parce que là aussi, le souci majeur de ces compagnies souvent nationales, c'est qu'elles sont souvent des compagnies monopolistiques. Et elles fixent les prix comme elles veulent, ce qui reste très très supérieur au panier moyen de l'Africain. Donc, introduire de la concurrence, introduire quelque part de la libéralisation dans le marché qui est estimé à plus de 180 milliards de dollars quand même. C'est énorme. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prendre, donc beaucoup de parts de marché à prendre. Et d'ailleurs, on voit bien que les grosses compagnies s'y mettent aussi. Soit au travers d'accords aériens, soit au travers de succursales ou comme pour Askai ou comme pour d'autres compagnies, soutiennent, Askai qui est bien soutenu aussi par Ethiopian Airlines, soutiennent la création de petites compagnies pour justement diversifier et apporter et permettre en fait d'ouvrir le ciel à des petites compagnies qui feraient des liaisons intérieures de manière beaucoup plus régulière et plus souple qu'une grosse compagnie qui, comme le dit à juste titre Lucien, doit se soumettre à des chiffres en termes de parterre, je ne sais pas qu'on appelle ça, de tarmac, de nombre d'avions ou de personnel. Maintenant, reste à savoir que souvent, on reproche aux compagnies africaines leur manque de sécurité.
Oui, bon, ça c'était un problème qui est plus ou moins réglé en fonction des pays, de plus en plus. Pas tout à fait, parce qu'on voit qu'il y a encore quelques soucis. Ça se réglera au moment où justement les compagnies mettront un point d'honneur à être le plus sûr possible. Nous, on atteint certaines normes quand même. Certaines compagnies qui étaient sur des listes noires ne le sont plus forcément. D'ailleurs, Ceiba a été sur mais beaucoup d'autres compagnies le sont encore. Donc, si on veut permettre aussi au marché de se développer, il faut que le passager puisse avoir confiance. Et si aujourd'hui on est encore dans un système où les gens ont plus ou moins peur de prendre l'avion, et parfois c'est vrai que ça peut être connecté à la réalité, parfois ça peut être juste des impressions générales, c'est peut-être pas réel, mais en tout cas le sentiment est là. Cette insécurité doit être, battue en brèche par justement du professionnalisme et de la rigueur. Alors, Monsieur Nianguénon, quel est le regard que vous portez sur ce dynamisme que l'on a pu voir dans le reportage concernant les compagnies même aériennes en Guinée équatoriale? Bien, je vous remercie de me donner la parole. En fait, le dynamisme, moi, je l'apprécie très bien. Seulement ce que, à travers les interventions de mes collègues qui sont là, mes amis qui sont là, moi j'observe trois choses très rapidement. Le premier point, c'est le fait de parler de panafricanisme au niveau des transports aériens. Ensuite, la concurrence, le problème de concurrence, et puis le problème de sécurité. Alors, pour parler de panafricanisme, effectivement, le problème se pose. Pourquoi? Parce que on a eu un échec déjà au niveau de Air Afrique. Donc je pense que c'est cet échec-là qui fait que chaque pays se replie sur lui-même pour se développer. Alors l'autre disait entre-temps... Et alors, qu'est-ce que vous pensez du développement de la compagnie équato-guinéenne Ceiba? Justement, moi je pense que c'est tout à fait normal, parce que si on revient au chiffre de 4 habitants sur 5 prennent l'avion, c'est quand même énorme. Nous, on n'a pas ça au Bénin encore. Bon, je suis du Bénin, entre parenthèses. Même en France, je ne peux pas dire que 4 Français sur 5 prennent l'avion pour aller vaquer à ses affaires. Mais c'est quand même effectivement, Nadia a soulevé cette particularité. Pour aller, par exemple, de Malabo à Bata, il faut prendre l'avion. Oui, voilà, c'est très bien de pouvoir développer cette possibilité pour que, si on arrive à 5 sur 5, ce serait encore formidable. Bon, maintenant, le problème qui pourrait se poser, c'est que si la confiance se perd et que la sécurité devient, disons, un problème majeur, je pense que de 4, on passera à 1, on passera à 2, et puis la compagnie fera faillite comme d'autres en ont fait. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas là. Ça se passe plutôt bien. On a vu le taux de remplissage, etc. Lucien, vous êtes venu sur une notion, celle des routes. Oui. A priori, effectivement, dans certains pays, l'aviation ou le secteur aérien est privilégié parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires. Est-ce que c'est le cas d'après vous en Guinée équatoriale? Tout à fait, Marie-Angèle. Si vous voulez, l'avion, si vous voulez, est privilégié. D'abord, c'est un modèle colonial qui permettait de joindre 2 points assez rapidement, 2 destinations assez rapidement. Et puis, je pense qu'aussi, ça a été une volonté, je pense, délibérée, à mon avis, à la fois de ceux qui étaient en charge du modèle colonial et puis de ceux qui leur ont succédé une fois les indépendances acquises, pour ne pas effectivement développer la route. Les choses ont changé maintenant. Il y a partout, dans la plupart des pays africains, des forums sur le développement des infrastructures. Il y en a eu à Brazzaville, il va y en avoir un peu partout en Guinée équatoriale. Donc l'idée, c'est que l'avion ou l'aviation ne doit pas tuer la route d'une certaine manière. Bon, Nadia a mis l'accent effectivement sur le fait qu'il y a aussi des problèmes liés au pouvoir d'achat. Bien entendu, bon, la géographie de la Guinée équatoriale est un peu spécifique, bien entendu. Alors, on peut me dire, on peut développer des bateaux, transports maritimes, fluviaux, etc. Bon, ça devrait normalement exister pour être utiliser voilà. Le bateau et la route. La route et l'avion, donc pour que ce soit un complément. L'idée est la suivante, finalement. C'est pas tant le problème que des pays comme la Guinée équatoriale développent leur propre aviation. Ce n'est pas ça. Mais il faut que cela se fasse, si vous voulez, dans une conception globale, en fait, dans un maillage global qui tienne compte à la fois développement maritime, développement de la route, pour que le développement économique se fasse de façon harmonieuse.
Et vous trouvez, Nadia? Après, c'est vrai que c'est compliqué de dire que l'avion empêche la route, parce que enfin, dans les pays occidentaux, les deux sont le train, la route et l'avion font partie d'un package, d'un pack de transport qui en fait chacun a sa propre nécessité. Mais on voit encore une fois, ce qui a permis justement le développement de l'aéronautique dans les pays occidentaux, c'est l'ouverture du ciel. Il faut introduire de la concurrence. Garder des compagnies nationales, certes, c'est une chose, mais introduire des petites compagnies et surtout permettre à des sociétés qui veulent s'installer. Et là, c'est le problème, on le voit bien. Introduire la concurrence, ça serait au détriment de la CEIBA, par exemple. C'est ça le souci. Donc qui doit gagner ? En l'occurrence, vous pensez que les Équato-Guinéens payent plein pot pour aller de Bata à Malabo? C'est certainement des tickets subventionnés. C'est souvent le cas en général pour développer sa masse de voyageurs. 3/4 des compagnies nationales subventionnent une partie, prennent en charge une partie du prix du billet pour pas que ça soit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Nadia? Si on suit d'un côté, on doit développer le secteur aérien et de manière locale, parce qu'il n'y a pas encore de réponse régionale. Les régionale. États ont développé leur société. Oui. Il y a toujours eu des problèmes de gouvernance. Soyons clairs. À chaque fois. Air Afrique, ça a été la même chose d'ailleurs. Si les compagnies font faillite, c'est pas parce qu'il manque de voyageurs, c'est parce que la manière de gérer les compagnies est mauvaise et que souvent on a confondu les caisses de l'État, les caisses de la société et il y a eu des problèmes. Maintenant, si on regarde comment est gérée la Royal Air Maroc, qui est aussi une compagnie nationale, mais qui n'a pas le monopole, elle a choisi d'ouvrir à d'autres sociétés. Et pourquoi pas, chacun doit jouer avec ses propres armes. Vous êtes, M. Nyong'o. Oui, bon, en fait, là, vous parlez de concurrence, mais je pense que vous n'êtes pas allé sur le chemin de la concurrence. Là. Si l'ouverture est faite au niveau de capital des associés, du coup, ce n'est plus une concurrence. Non, la RAM permet à d'autres sociétés de faire les mêmes liaisons qu'elle, c'est ce que je veux dire. Il y a d'autres compagnies sur la même ligne. Ouais. Ce n'est pas une affaire de rentrer dans le capital, c'est une affaire d'ouvrir le ciel, de permettre aux autres d'avoir accès aux mêmes lignes que... la différence, par exemple, avec Air Algérie. Air Algérie, qui est aussi une compagnie nationale, qui, elle, pour le coup, a choisi d'être en quasi-monopole. On voit bien le coût d'un billet d'avion reste très élevé, même si aujourd'hui il y a une autre compagnie, Aigle Azur, qui est sur le marché. Très peu de compagnies sont là. Et ça va avec le manque de tourisme, ça va. Il y a tout un pan tout un secteur économique qui est en berne. Lorsqu'il n'y a pas assez de voyageurs, lorsqu'il n'y a pas assez de transit, c'est tout un pan de l'économie qui en. Sauf que Nadia. Oui, sauf que Nadia, ce que vous dites pas, c'est que la RAM, effectivement, la Royal Air Maroc, est une compagnie qui est une compagnie ancienne, qui a une expérience relativement importante. Bien sûr, on peut que louer la bonne gouvernance économique, on peut que louer. Bien sûr, mais alors il y a eu un effort, il y a eu une ouverture du capital, il y a eu des stratégies de coalition. Bien, donc vous ne pouvez pas comparer ou mettre sur le même plan un pays ou prendre comme modèle économique un pays comme le Maroc et la Royal Air Maroc avec d'autres pays africains pour lesquels, en effet, ici, l'ouverture du ciel peut être une condamnation pour eux, pour les raisons qui sont les suivantes. Si vous regardez, par exemple, aujourd'hui ce qui se passe avec les compagnies, on remarque que les pays font des efforts en matière d'infrastructure. Au Sénégal, il y a l'aéroport Blaise Ndiaye qui va être agrandi. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré un deuxième module, l'aéroport international de Maya-Maya, un peu partout. Sauf que ça permet de faire venir effectivement des grandes compagnies étrangères, ça permet d'introduire, comme vous dites, la concurrence, mais... Sauf que les Africains, pour des raisons X ou Y... Donnez-moi un seul exemple d'un pays qui a une seule compagnie nationale et qui a justement des transferts réguliers, des transits, un parc développé. Ça n'existe pas. Sauf que les compagnies privées sont très intelligentes. Elles vont privatiser les profits et laisser la gestion des aéroports aux États
qui, eux, n'en bénéficieront pas au niveau de leur compagnie, effectivement, nationale, dont on sait la faible capacité en matière de concurrentielle. Alors que Bien. pour l'instant, Voilà. la CEIBA, Donc, vous c'est un débat. occultez un peu cette compagnie, la CEIBA, on parle d'Algérie, de la RAM, mais etc. on parle du modèle économique Oui. Bien sûr. qui est le même, c'est-à-dire une compagnie nationale qui a des caractéristiques monopolistiques, c'est-à-dire qui est la seule à être sur ce marché-là Mais vous oubliez et le qui coût empêche les d'apprentissage. autres d'y rentrer. Mais vous oubliez le coût d'apprentissage. comme Quel ça, est l'avis de d'apprentissage. notre invité, M. Nianguénon, En fait, suite le problème, il est, c'est assez important ce que vous dites, parce que là, dans le cas de la Guinée équatoriale dont nous parlons, c'est un petit pays, on ne peut pas quand même le comparer au Maroc, qui est beaucoup plus grand. Donc, on a dit tout à l'heure, introduire une concurrence dans une sphère en tant que telle, c'est tuer l'économie. On va pas réveiller le bébé alors qu'on veut le faire dormir. Donc, il est vrai, non, à long terme, on peut bien arriver au panafricanisme dont parle Lucien tout à l'heure, bien, mais il faut quand même se consolider. Mais si à un moment donné, on laisse les choses aux ouvertures, vous savez ce qui se passe entre-temps. Si jamais on laisse cette ouverture-là se faire, les petites compagnies qui se font là, ce sont des groupuscules qui se créent en force. Et puis après, quand ils rentrent même s'ils ne rentrent pas dans le capital et qu'ils viennent, disons, en masse s'investissent dans le pays, exactement, tout le monde tue. Ils sont tués. Là, on n'est pas sur des logiques, on n'est plus dans les années 60 ou 70, ce que je veux dire, on ne peut pas fonctionner en monopole, en quasi-monopole, dans une société qui est de fait... Mais oui, si, c'est le cas. Là, on est sur... Excusez-moi quand même, il y a des compagnies qui viennent en Guinée. Sur des échanges intercontinentaux, on est sur des écges aussi intracontinentaux, avec beaucoup de compagnies qui sont là. On ne peut pas fermer ça, on ne peut pas fermer... C'est pas fermé, c'est pas fermé. Il y a des compagnies qui y vont. C'est pas là le souci. Je vous parle de monopole sur certaines destinations. C'est pas. Mais si. Je crois pas. Peut-être ça peut être interne. Est-ce que relier les villes à l'intérieur de la Guinée équatoriale, ça intéresse de grandes compagnies occidentales? Non. Donc CEIBA s'en charge. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut favoriser les petites compagnies qui font plus facilement ce type de transfert-là. Au détriment de CEIBA, donc. Bien sûr qu'il ira sur d'autres destinations qui sont plus rentables. C'est pas un souci. Vous avez évoqué tout à l'heure un autre problème, qui est le problème de la sécurité. Bien. Un pays comme le Maroc, puisque vous prenez le Maroc, la Royal Air Maroc, a une courbe d'expérience au niveau de l'aviation qui est relativement forte et reconnue. Donc elle peut passer des accords, des transactions importants. D'autres pays comme la Guinée équatoriale, ce sont des petits pays qui sont en voie d'émergence. Donc elles ont tout à faire, voyez. Et comme elles ont tout à faire, elles sont obligées de faire des choix. Monsieur disait tantôt, à propos du panafricanisme global, il faut des choix qui partent d'abord des pays. Je prends un pays comme le Congo-Brazzaville, il y a eu une modernisation, effectivement, de l'aviation. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya, ont fait un choix politique qui doit conduire à un choix global. Et la plupart d'autres pays, comme celui de la Guinée équatoriale, M. Obiangema Bazogo, ont fait le même choix. Mon propos de tout à l'heure, c'est de dire comment, une fois qu'on a développé des compagnies nationales, comment on arrive après à construire un modèle convergent global. C'est ça. Merci à vous. C'est la fin de ce débat. On va rappeler les principales informations dont nous avons débattu en première partie de l'émission. Le roi Mohamed VI du Maroc a été chaleureusement accueilli en Guinée par la population, par les personnalités politiques et par les hommes d'affaires. Au programme de sa visite d'État, la signature d'une vingtaine de conventions et d'accords entre les deux pays. Le Ghana célèbre ce 6 mars le 57e anniversaire de son indépendance. Ce pays traverse quelques difficultés d'ordre économique, mais le président Mahama se veut plutôt optimiste. À suivre, la relance du secteur du tourisme au Kenya et le Tchad qui tente de garantir la sécurité alimentaire à sa population.